Salut la foule. Ah, ça se voit pas trop, mais j'ai la caméra un peu tordue, tiens. Toc. Comment allez-vous? C'est fraîche journée de janvier. Euh... Hop là. Bon, j'ai chargé la mule un peu au pif aujourd'hui. J'ai pris... Alors un début de sujet avec pas de lien pour l'instant. On va parler un peu LED et lumière, parce qu'il faut toujours de la LED et des lumières colorées. Ça a été une partie de mon activité ce week-end. On parlera un petit peu IA et modèles locaux. Ça tombe bien, je vois qu'il y a Philippe. Donc on aura quelques petits trucs à se partager, puisque j'ai vu que sur le Discord, d'ailleurs on va commencer par ça, hop, je vous partage le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre. Il y a Bbox qui se posait plein de petites questions, et je sais pas encore tout à fait le cas d'usage, on est en cours de discussion de ce qu'il fait. Mais je vais vous montrer en tout cas un truc, comment vous allez pouvoir utiliser des modèles locaux. Ça on avait déjà fait dans un précédent numéro, et un jour, j'aurai ma petite base de données pour vous dire le numéro en fonction du sujet, mais vous pouvez chercher, j'avais utilisé LM Studio pour faire un certain nombre d'opérations, notamment j'avais fait un peu de la génération d'images avec vous dans une émission, et là, je voulais utiliser un assistant de code, mais avoir tout en local, donc alors, je sais plus tout ce qui tourne sur la machine, on va tester ensemble. J'avais un open code qui fonctionne avec un modèle local et puisque Vbox avait la question, j'ai aussi un cloud code qui utilise un modèle local aussi. Et puis, comme c'est le grand sujet en ce moment, il y en a plein qui se lancent dans le développement apparemment sur le Discord de Calm. Je ferai un petit tour de rappel de UV, l'utilitaire que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est Python. Pour moi, c'est l'outil magique. On verra tout ça ensemble. Et ben en avant. Donc ce week-end, ouais, j'ai craqué un peu, comme ça m'arrive des fois. Ça fait déjà un moment que j'ai un variateur sur une ampoule dans ma salle à manger. Et en fait, je sais pas ce qui se passait avec ce variateur, mais c'était pas un simple variateur avec juste un rhéostat ou je ne sais quoi de très simple et de très électrique. Il devait y avoir un bout d'électronique qui ne convenait pas dans mon installation. Et ça me faisait de légères petites surtensions, et du coup j'avais des scintillements super désagréables et j'arrivais pas à trouver la solution. Et comme ça a agacé ma femme, et que moi je ne trouvais pas de solution, j'ai joint l'utile à l'agréable. J'ai décidé de passer un peu tout mon rez-de-chaussée avec des ampoules colorées pilotables de chez Philips. J'ai pris un kit de démarrage Philips Hue. Je vais peut-être vous montrer la gueule que ça a d'ailleurs. Et puis je vais vous dire pourquoi ce choix. Pourquoi vous pouvez en faire d'autres, évidemment. Alors là, ça me retourne toutes mes recherches que j'ai fait depuis, parce que vous doutez bien que je vais pas m'arrêter à ça. Donc, je vous montre la gueule du truc, c'était lequel? C'était celui-là. Hop, je vais partager l'écran. Hop. Donc pas de lien, pas de promo. Ah, quand il y a un scintillement à la maison, tu penses à Stranger Things. Ah, mais moi j'ai pas ça parce que j'ai pas suivi. C'est pas une série que j'ai accroché. Je me suis éloigné du monde des séries et des films dès qu'il y a un peu de choses qui font vraiment un peu peur ou je ne sais quoi. En tout cas, j'ai changé de style et de goût là-dessus. Donc ouais, c'est ce petit truc là. Hop. J'ai pris un pack avec le petit carré que vous voyez. C'est vraiment une petite boîte, hein, c'est pas très épais, pas très gros. C'est le bridge qui va servir à reconnaître les différents appareils et à les piloter avec une application à côté. Les trois ampoules, c'était comme ça pour démarrer. Il y a des tas d'autres choix d'ampoules, d'autres typologies, d'autres puissances et tout. Mais moi, ça m'allait bien pour démarrer. Et le truc de base dont j'avais besoin, ce que vous voyez derrière, et qu'on ne devine pas exactement son fonctionnement comme ça, c'est le petit interrupteur qui sert à la fois d'allumer et éteindre. On a deux touches pour changer l'intensité lumineuse et puis un petit bouton Hue qui peut vous servir à des tas d'autres choses dans vos programmations. Voilà. Donc ça vous montre un peu le détail de ce qu'il y a à l'intérieur.
Donc ça permet, j'ai pris la version Bridge Pro, comme ça je peux connecter tout ce que je veux dessus. Il y a un peu plus de RAM. Surtout, je suis pas obligé de le connecter en Ethernet parce qu'il y a du Wi-Fi et ça me va bien dans le cadre de mon usage. Et est-ce qu'il montre d'autres éléments? Bon, pas très intéressant. Les ampoules, ils vous refont un petit... Donc j'ai pas tout activé les fonctions. On voit derrière là un petit bout de l'application. Elle est un petit peu plus évoluée que ça encore. En gros, vous avez des pièces que vous définissez. À l'intérieur des pièces, vous dites quels sont les éléments que vous avez. Il y a un petit truc un peu spécial, déclarer une zone spéciale pour mettre je cherche le mot, c'est le dimmer en anglais. Bref, ça fait comme un variateur. Et vous le reliez dans une zone avec les ampoules que vous voulez contrôler avec. Moi, j'ai mis qu'une seule ampoule pour l'instant pour la variation. Le reste, on le pilote par appli. Voilà. Et alors, pourquoi je suis parti? Oui, Philippe, ça marche. Variator. Pourquoi je suis parti là-dessus? Juste parce que j'avais pas énorme de temps, et je voulais partir, prendre un truc, le poser, le brancher, paf, ça fonctionne. Bien évidemment, on peut aussi, si vous voulez un kit de ce genre-là, alors j'ai pas regardé tous les détails, mais vous avez un équivalent chez Ikea qui est moins cher et qui marche aussi. J'avais pas envie d'aller mettre les pieds à Ikea, là je suis pas allé loin de chez moi, ça m'allait bien. C'est allé beaucoup plus vite que d'aller chez Ikea. Et enfin, la dernière solution, j'aurais bien entendu pu m'amuser à faire du do-it-yourself pour tous ces trucs-là. Il y a tout ce qu'il faut. Je vous avais même montré il y a quelques temps de ça comment récupérer le pilotage d'une lampe de ce type-là et comment on pouvait la contrôler soi-même. Alors c'était pas une Hue, c'était un modèle no name. Mais moi j'avais vraiment envie là que ça, bof, je pose, je branche. Et fin d'après-midi, tout fonctionnait. J'avais toutes mes scènes pour plein de, j'ai pu montrer tout de suite à ma femme qui a trouvé ça plutôt pratique et ça lui plaît bien, donc voilà, tout le monde est content. Ça veut pas dire que j'ai lâché l'idée de faire du do-it-yourself, puisque là dans la pièce, je vais rajouter un plafonnier et je vais probablement pas acheter un plafonnier Philips, parce qu'ils sont super chers et pas forcément super puissants en termes de luminosité. Donc je cherche encore ce que je vais installer et je me ferai une petite application de pilotage. Le seul truc que je peux vous montrer là dans mes petites recherches que j'ai trouvé intéressant, je crois que c'est celui-là. Voilà. Il y a un projet, vous pouvez aussi vous passer du petit boîtier noir. Salut Mémoire Morte. Le petit bridge que j'ai installé de Philips, vous pouvez avoir un Raspberry euh, avec j'arrive Mémoire Morte, tu as raison, je vais aborder ça aussi. Un Raspberry, un connecteur Zigbee, puisque toutes ces ampoules, tous ces systèmes de connexion Philips Hue, c'est du Zigbee derrière. Et au fil du temps, ils se sont même rapprochés vraiment de quelque chose. Je dirais pas que c'est pas propriétaire parce ils cachent encore un peu des choses, mais il y a eu beaucoup de progrès depuis les premiers Philips Hue là-dessus. Et donc, ça vous permet de vous passer de cet objet-là, de faire vous-même votre petit Raspberry qui va piloter vos appareils officiels Philips Hue, mais pas que. Comme l'indique Mémoire Morte, le kit Philips Hue est aussi compatible Matter, donc on peut aussi bitouiller par ce biais-là. Et le dernier élément qui doit combiner un peu ce projet-là et peut-être Matter, je ne sais pas exactement, mais Home Assistant est capable de voir le bridge et de l'intégrer dans l'ensemble de ce que vous avez en domotique, et donc par ce biais-là, de piloter le reste. J'ai pas encore les idées très claires de comment je vais piloter la suite, notamment le plafonnier, puis j'ai des lampes dans la chambre aussi que je vais rajouter. Et là, je pense que ça sera du maison. Je sais pas encore. Probablement que ce sera avec ce projet-là, Do It Yourself You, qui me permettrait d'avoir... je ferai une seule appli cohérente pour que tout le monde dans la maison se prenne pas le chou et puisse piloter les lampes de manière facile. Voilà, probablement que ça sera ça la solution, mais c'est pas encore décidé. La partie Matter, hop, si on regarde, hop, Philips Hue Matter, tac. C'est pour permettre à votre bridge ou votre bridge pro d'interagir avec tout ce qui va être connecté avec Matter et je sais pas s'il donne des exemples plus concrets que ça.
Je sais qu'ils ont des objets aussi de pilotage de la partie télé, si vous le souhaitez aussi. Et je crois que j'avais plus de détails. Bref. C'est une façon de faire collaborer. Alors je sais pas pourquoi ils conservent encore des choses propriées au milieu. Mais bref. Il y a plusieurs façons de collaborer tout ça. Je sais que c'est aussi possible de piloter à la voix le Bridge Pro, mais là pour l'instant il est dans une jolie petite DMZ que j'ai ouvert juste pour qu'il se connecte et qu'il récupère le firmware au début. Et depuis je lui ai coupé les écoutilles, comme ça il va pas aller se balader dehors. Et je pas spécialement envie d'avoir un Alexa ou un Google qui se balade dans la maison. En plus on a vu qu'il y avait des outils maintenant qui marchaient bien. Probablement que ce sera un de mes modèles locaux que je vais vous montrer qui sera en charge de ça. Je pense que c'est tout à fait possible aujourd'hui d'avoir votre petit Alexa, Siri, ce que vous voulez, votre assistant vocal avec quelque chose en local chez vous. Il n'y a pas besoin que ça sorte à l'extérieur. Donc ça m'intéresse aussi, je pense, de bricoler ce genre de choses et en passant probablement par le protocole Matter. Donc oui, il peut. Alors c'est là où j'ai pas creusé jusqu'au bout. Je sais pas quel est le. Oui, c'est à fond Matter et c'est pas forcément full Matter. Ikea est full Matter, mais Philips Hue et c'est assez étrange parce qu'ils sont membres du conseil d'administration de l'entité qui pilote le protocole Matter, mais pour autant ils sont pas bidirectionnels, on va dire. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'intégrer toute la domotique Ikea grâce à Matter, mais je suis pas sûr que quelque chose qui soit genre un système Ikea, je sais pas s'il serait capable de récupérer tout ce qui se passe côté You. C'est assez ouvert, mais on sent que c'est quand même pas l'ouverture phénoménale. L'autre truc que j'ai regardé, mais rapidement, c'est, je me demandais s'il existait un petit peu des packages Python ou autres qui permettent de s'interfacer avec le bridge ou directement les ampoules. Et là, j'ai trouvé une galaxie de projets plus ou moins récents, plus ou moins abandonnés. C'est assez étrange le statut, alors qu'au milieu, on a ce projet, le Do It Yourself Youth, qui doit bien avoir un certain nombre d'utilisateurs si on regarde le projet. Euh, mais pour piloter par soi-même et tout ça, j'ai pas trouvé de librairie vraiment à jour. Alors, j'ai pas tout regardé encore, hein, c'est tout frais, c'était pas la priorité, mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser, et puis je verrai. Mais oui, certainement que ça passera par du Matter ou en tout cas quelque chose qui permettra de tout synchroniser dans le Home Assistant où il y a déjà la partie thermomètre, humidité, tout ça. À l'arrivée, avoir une seule appli, une seule interface pour tout ça, ça serait quand même sympa. L'autre truc de décorréler les deux aussi, c'est que si je suis en train de bidouiller un truc sur le Home Assistant ou avec un Raspberry ou je sais pas quoi, si ça plante, ben les lumières elles fonctionnent toujours, elles ont le bridge qui est indépendant. Donc j'aime bien aussi ce côté découpler les choses. Donc voilà. Voilà mes petites aventures lumineuses, mais leur tourne et on a plein d'autres choses à voir ensemble. Toc. Je regarde une petite notif au passage. Rien de bien méchant. Hop. Je vais vous parler ensuite du petit sujet. Alors c'est très très simple et en plus là on a l'expert sur place donc chaque fois que je vais dire une bêtise je vais prendre un coup de 220. Pour avoir un modèle qui tourne en local, je vous avais montré avec AM Studio qui marche toujours très bien. Moi j'y vois un certain nombre d'avantages à utiliser Docker Model Runner. D'abord parce que j'aime beaucoup Docker Desktop, que je l'utilise pour d'autres trucs, donc pas besoin d'avoir un outil supplémentaire, donc j'apprécie. Qu'est-ce que j'ai envoyé comme lien? Ah oui, si, c'est ça. Ah, j'ai jamais fait gaffe, dis donc. La partie Docker Doc, elle est pas hébergée sur docker.com, elle est hébergée sur ubitools.com. C'est moi qui ai fait une boulette ou traduction non officielle? Ah ouais, d'accord. Bah, je vous ai fait une belle boulette. Je vais vous mettre la vraie. Pardon, c'est ma faute. Je vais vous mettre la vraie doc. My bad. Ce n'était pas ce que je visais. Il faut que je rectifie ça. C'est quoi? C'est dans la partie support quand tu veux choper la doc directement. Voilà. Hop. J'ai pas copié. C'est docs.docker. Merci. Oui, bah voilà. Toc, j'y ai atterri.
Voilà, je fais la partie. Voilà. Donc, je vais rectifier au passage pour pas poster de bêtises ensuite. J'ai pas fait gaffe que j'avais chopé un truc qui était traduit, disons. Hop, et je vous mets aussi ici, comme ça on parle bien de la même chose. Voilà, comme ça si la doc est mise à jour, vous avez les vraies infos. Docker Model Runner, c'est donc la possibilité par le biais, alors j'utilise Docker Desktop parce que c'est facile, mais la CLI de Docker est aussi capable de piloter ça. C'est la capacité à aller récupérer des modèles, les avoir en local, les lancer en local et du coup les exposer en local. Je vous laisserai regarder tous les détails, mais c'est vraiment pas très compliqué. Tac, je récupère mon Docker, hop, et je suis pas sûr de pouvoir si voilà. Bien fait quand même, hein, j'ai pu zoomer, hein, là là, j'avais même pas vérifié avant. Donc, je pense que la doc l'indique, mais je vais quand même, hop, avant de dire des bêtises. Requirement, blablabla. Je pense que c'est activé par défaut. Voilà, si vous avez des issues, il vous explique. Mais je pense qu'il y a une partie... Je crois qu'il faut l'activer, non? C'est pas ça, par défaut. Je sais pas si c'est activé, je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. En partie IA. Ouais, voilà. Il y a vérifiez que vous ayez la case à cocher. Au niveau de... Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est un usage peut-être un peu différent de ce que les gens entendent. Pour répondre à la question notamment de Bbox, c'est plus facile, je pense, déjà d'utiliser comme ça, un peu à la manière de, de LM Studio. Mais oui, bien sûr, moi dans mon cas, entre ce que tu m'as montré, les trucs que j'ai lus, avec Docker Compose, vous allez pouvoir utiliser un modèle en même temps que vous allez lancer une application qui en aura besoin, le tout en décrivant un Docker Compose. On va regarder de toute façon tout de suite derrière. Donc pensez à regarder dans vos réglages de votre Docker Desktop que vous ayez bien activé la partie Model Runner et d'activer le TCP Support. Et puis moi j'ai laissé le port par défaut, vous pouvez le changer, mais c'est celui que vous allez avoir besoin de garder pour la suite de ce que je vais vous montrer. Vous voyez ici, alors c'est les quelques modèles que j'ai fait un peu le ménage. Toc, voilà. Et je vais probablement même essayer des trucs encore un peu plus costauds, parce que le M4 Pro se comporte plutôt bien avec la quantité de RAM que j'ai. On va voir dans les exemples si j'ai pas de bêtises, c'est celui-ci que j'utilise le plus maintenant. C'est un modèle Qwen 3 Coder par Unsloth, avec de la quantisation bien sûr, pour que ça tourne sur une machine comme ça, mais c'est plutôt pas mal du tout. Si vous n'avez pas vos modèles, vous pouvez aller les chercher sur Docker Hub. Vous pouvez aller les chercher aussi, j'imagine, sur vos repos. Enfin, vous avez plusieurs façons de procéder. En tout cas, moi, c'est par là que j'ai récupéré. Ouais, je suis allé dans Qwen 3 Coder. Tiens, c'est plus tout à fait les mêmes modèles que l'autre jour. Ah non, sur Hugging Face. Merci Philippe. Je me disais que j'étais en train de. Mais c'est vrai, il y a celui-ci aussi côté Docker Hub. Sur Hugging... Ah oui, mais sur Hugging Face et tu copies l'URL. Voilà, c'est ça. Là, c'est parce que j'ai récupéré l'URL et on peut l'installer après, y compris. Soit vous l'installez ici, toc, par Docker Hub et là vous récupérez le modèle directement. Soit vous le récupérez, peut-être que je l'ai encore. Alors, est-ce que ça a la mémoire de oui, tac tac tac. Il y a un peu tous les trucs, voilà, tous les trucs que j'ai bricolés, mais voilà, vous pouvez très bien récupérer une URL sur Hugging Face d'un modèle. Et tu peux le faire depuis l'IHM web de Hugging Face. Moi personnellement, c'est comme ça que j'avais fait. J'avais récupéré l'ID et vous voyez, j'ai fait un. Alors vous pouvez faire un Docker model pool. Moi, j'ai fait directement le Docker model run, mais vous voulez directement, comme le dit Philippe, depuis le site de Hugging Face. Hop. J'ai vu qu'il y avait directement, par exemple, si on va sur la partie Qwen. Toc, toc, toc. Voilà, vous avez tous ces modèles-là. Ah, mais c'était Unsloth. Voilà. On va aller sur Unsloth. Voilà, vous avez tous les modèles. J'aime beaucoup les modèles d'ailleurs de côté Unsloth. Ils font vraiment des efforts pour rendre ça efficace.
On peut aussi filtrer effectivement sur le modèle GGUF. Ça c'est pour si vous l'utilisez sur le Mac, si j'ai pas de bêtises. Et après effectivement, si on prend là-dedans, ouais, je pourrais faire directement comme ça. Hensloss, et puis je vais lui taper Quen 3. Symétrie déjà comme ça. Voilà. Et donc après vous avez les différentes quantisations. Et donc voilà, moi j'ai celle-ci. Q4KM. On regarde là. Hop. C'est pas. Je trouve que c'est pas. J'aime bien utiliser moi ma petite ligne de commande. Vous pouvez lister ce que vous avez d'installé, mais vous pouvez aussi l'utiliser ailleurs que dans. Enfin, vous l'utilisez dans votre terminal normal. Hein. Le bouton noir en haut à droite. Voilà. C'est ce que vous disait Philippe. En utilisant ça, vous allez pouvoir lui demander ici de le lancer sur Docker Model Runner et ça va vous le télécharger et vous le lancez. Bref, hop. Donc tous ces modèles, moi, je les ai, ils sont accessibles. Et je retourne voir qu'est-ce que c'était. Attendez, j'ai un lien à vous montrer en plus là, que je dise pas des bêtises. Pour la partie spécifique, alors j'avais fait un truc tout seul sur OpenCode, je peux vous le montrer. Et pour répondre à Bbox, j'ai regardé cet article, donc je vous le partage, qui n'utilise pas Docker Model Runner, mais c'est pas un problème, il utilise LM Studio. Mais vous allez voir que ça change pas grand chose. Eux ils font la partie 1, c'est un setup dans LM Studio. Bah là c'est ce que je vous ai montré avec Docker Model Runner, faites la même chose. Vous installez Cloud Code, puisque c'était ça la question de Bbox, et surtout vous allez installer un autre outil qui s'appelle LightLLM, qui va permettre en fait de... Alors, ils appellent ça le pont magique, mais effectivement ça permet d'avoir une traduction des requêtes que Claude va faire. Donc c'est là où il vous dit les Anthropic Style Requests. Claude Code a sa façon d'émettre ses requêtes et LightLLM va être capable de traduire ça dans un format compatible OpenAI, le format d'ailleurs qui va être utilisé que ça soit par LM Studio quand il expose ou par la Docker Model Runner. Et cet outil il est pas très très compliqué. Vous avez un fichier d'environnement pour avoir une... Docker Model Runner reconnaît directement les endpoints anthropiques. D'accord. Donc ça se trouve ce que j'ai fait. Je vais faire comme j'ai suivi parce que ça va marcher pour tout le monde. Ça va marcher pour tous les modèles. Ça va marcher y compris pour LM Studio, ceux qui ont LM Studio. Et après on fera la petite modif pour que ça marche direct dans. Ouais, c'est peut-être moi qui ai. Bon, on va faire comme ça. On va faire les deux. En tout cas, si vous avez besoin de ce LightLLM, vous définissez juste une variable qui va être votre clé, peu importe. Vous préparez un petit config YAML. Voilà, vous avez Philippe qui vous file un lien de la doc pour utiliser directement un modèle exposé par Docker Model Runner dans Cloud Code. Là, vous préparez votre configuration ici. Moi j'ai mis le nom du modèle que vous avez vu tout à l'heure, là, le Unslot. Ici, c'est localhost parce que je l'héberge. Je vais vous montrer directement parce que ça y a rien de top secret là-dedans. Voilà. Toc. Bon, ça c'est l'autre élément, c'est le Docker Compose. Ah, j'ai pas ouvert le bon. Zut. Hop, on va aller ouvrir le config YAML dont on est en train de parler, voilà, je vous le zoome un peu, hop, pas tant mon garçon. Donc vous voyez, j'ai mis le nom du modèle ici, donc j'ai mis le Q4KM, et j'ai mis le localhost puisque c'est là que c'est hébergé. Après, j'ai pas touché aux autres paramètres, mais c'est les ajustements qui peuvent être parfois nécessaires pour que votre modèle se comporte correctement avec Claude. L'autre élément, c'est parce que vous allez lancer cet outil. Je vais vous montrer direct la config complète. Il y a l'image du produit et dans le Docker Compose, vous allez rajouter le fait en plus d'avoir un petit service Postgre, une petite base à côté qui va utiliser.
Une fois que vous avez ces éléments, hop, vous faites un petit Docker Compose. Mais je l'ai déjà lancé à côté. Je dois avoir un autre terminal. Ouais, peu importe. Donc ça tourne et à partir de là, si vous, alors, je vais relancer Claude. Pardon. Et il y a un dernier élément que je n'ai pas montré. C'est ma faute aussi. Et il est dans l'article. Vous avez donc faites vos configurations soit dans LM Studio, soit dans Docker Model Runner. Docker Model Runner, Philippe vous a dit, il y a un moyen d'accéder direct. Néanmoins, avec les deux, ce que vous pouvez faire, vous mettez ce que je vous ai montré, LightLLM au milieu, et la dernière étape, c'est d'aller modifier soit, ouais, ils disent d'aller le foutre dans le ZSHRC. Moi personnellement, j'ai juste fait un fichier en fait qui va setter un certain nombre de variables pour dire à Claude de rajouter ce genre de truc. Et si je lance effectivement mon Claude comme ça et que je fais /modèle, voilà, j'ai les réglages par défaut de Claude, hein, au pouce, à IQ, tout ça. Et vous voyez, j'ai mon dernier modèle là ici tel que je l'ai défini qui apparaît. Donc à partir de là, bon ben je suis, si je fais d'ailleurs, vous allez avoir aussi un autre indice qui vous dit que vous êtes bien sur votre modèle local, c'est que il sait que vous n'êtes pas en train de consommer votre subscription plan puisque vous n'êtes pas avec un modèle Claude, un modèle anthropique. Et je sais plus depuis où je l'ai lancé. Alors attendez, on va pas faire non plus trop de. Je l'ai fait. Oh là là, mais alors j'ai des gros doigts, j'ai froid aux doigts, je vous dis que ça, moi. Allez. Si on lui fait le coup, c'est assez. Je sais pas. Merde. Mais c'est fou, hein. Quand on a froid aux doigts, on a froid aux doigts. Hein. Vous l'autorisez à utiliser hop, les opérations de lecture d'écriture, vous vérifiez votre modèle et est-ce que ça va fonctionner comme l'autre fois? Est-ce que je vous en ai parlé l'autre fois de ce petit utilitaire murmure que j'ai dans mon abonnement setup. Voilà. Ça permet de faire il y a un petit réglage qui fait que vous saisissez le raccourci, vous parlez, vous ressaisissez le raccourci et il fait un copier-coller là où vous étiez. Et moi je trouve ça assez rigolo. Et vous pouvez faire quelque chose genre créer un site web qui affiche la liste des vidéos contenues dans la playlist Calme sur YouTube de l'utilisateur Thierry Chantier. Alors je sais pas s'il va trouver tout ça, l'autre fois je lui ai passé à la main. Hein. Et voilà, Not Connected to ADB, bah c'est super. Voilà, comme quoi. Hein. Donc ça marchait l'autre fois, et là j'ai dû oublier quelque chose. C'est de ma faute. Bon, bah il faut bien qu'il y ait des démos qui ne fonctionnent pas. Hein. C'est con parce que je l'ai utilisé ça, alors c'était pas avec le Q4, ou alors est-ce que j'ai relancé la machine entre temps? On est bien sur celui-là. On va lui demander si ça va, Bob. Ah, j'ai cassé mon installation. Parce que ça allait plus vite que ça. On peut essayer avec le modèle plus petit, hein, mais ça marchait plutôt bien. Hein. J'avais des temps de réponse entre 10 et 15 secondes. Super, je m'auto-félicite. Ok. Status error. Tiens, un 503. Ah ouais. Mais c'est bizarre parce que normalement ça le fait pas systématiquement. Voilà. Ah, ça y est, ça fonctionne. Donc est-ce que c'était ça? Non, toujours pas. Bon, mais on dira que c'est la loose, hein. Carmouze a frappé. Euh, Alors sur le Mac, j'utilise la partie GPU des Mac et ça marche vraiment bien. Ce qu'on va faire,
Parce que j'ai d'autres trucs à vous montrer. Si... Où est-ce que je l'ai configuré? C'est ça, hein, de faire les choses sans les mains. Dans lequel est-ce? C'est dans celui-là, je crois. Pas du tout. Alors là, ça y est, j'ai un grand blanc. Parce que là, je pense qu'il va pas les avoir. Si, yes. Donc j'ai configuré OpenCode au niveau de la machine. Et voilà, je lui ai permis d'utiliser le Q4 ou le plus petit. On va se mettre sur le plus petit quand même pour vérifier. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Créer un script Python qui affiche à l'écran Hello calme. Je suis allé trop vite. Ça fait rien. Non, mais vous voyez, ça tourne. Hein. Par contre, j'ai pété la context size. C'est pour ça que je t'ai passé sur l'autre modèle. Ah là là, ces amateurs. Allez, on recommence. Et pour rien oublier, je vais faire comme ça. Ah ouais, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Je suis un champion. J'ai réussi à tout péter. Non, c'est reparti. Ça repart en build. Non, non. Je pense qu'il s'est relancé. J'ai vraiment tout cassé mon installation, mais j'ai fait des trucs. Quand je dis que j'ai fait du ménage, j'y suis allé peut-être un peu fort hier. J'avais plein de modèles, j'en ai arrêté, j'en ai stoppé, j'ai trop bricolé là. Alors ça c'est pas grave, c'est mon outil qui a déconné. Putain, je suis dégoûté, ça fonctionnait mais ultra bien. Je l'ai utilisé plusieurs jours pour coder la combinaison OpenCode avec Qwen. Et j'ai joué avec les fenêtres de contexte, mais j'ai dû tout péter, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Je vous présente même pas mes excuses parce que vous savez que ça fait partie du jeu, hein, ici. J'avais modifié le contexte. Est-ce que je suis obligé de le faire à chaque fois? Peut-être. Je ne pense pas. Et est-ce que je suis obligé de le relancer? Peut-être. Ça, peut-être. Hop. Hop. Alors, il va faire une première erreur, une deuxième erreur. Ça, c'est le 503 parce que j'ai un petit bug sur mon install de Docker Desktop. Ça, c'est pas un souci. Ah, je crois que là, c'est parti ce coup-ci. Ah, c'est ça. Donc, il faut que je remodifie la fenêtre de contexte. Je l'avais fait et comme j'ai rebooté depuis, il avait perdu son info. Par contre, il rame sa mort aujourd'hui, mais de toute façon, je vois que la machine, j'ai dû lancer des tas de trucs aussi. Oui, oui, sur Mac, j'ai la partie GPU du chip. Bon, je suis super déçu parce que vraiment, ça fonctionnait vraiment super rapidement le jour. Bon, on s'en fout, tout ça pour faire un print et le calme. Mais bon. Et si je fais avec l'autre modèle, ou plutôt maintenant qu'il est chaud, on lui fait créer un truc, hein. Pour voir s'il mouline comme l'autre fois, parce que je suis étonné, là je suis un peu au pif paf pouf, là, c'est pas joli ce que je tape comprendre, mais ouais. Voilà, ça répond beaucoup plus vite, ouais, c'est ce qui me semblait. Donc, j'ai juste pas eu de peau tout à l'heure avec mon démarrage, où je fasse mettre en place le petit workaround où je mette à jour, parce que ça a peut-être été changé, la petite erreur que j'avais dans Docker Desktop, dans Docker Model Runner. Mais bon, après, moi je l'ai utilisé comme ça, et je vous jure, voilà, c'est vrai, avec la partie Q4 sur un M4
trop, mais pas. J'ai dû laisser tourner trop de trucs derrière. Je crois que j'ai de l'usage de RAM en plus, il doit pas aimer. J'ai laissé trop de choses qui tournent derrière. Quand je bosse pour ça, je mets vraiment juste l'open code, Docker Model Runner et mon IDE et basta quoi. Bon, peu importe, c'est pour vous montrer, voilà, ça fonctionne comme n'importe quel assistant de code. Après, la qualité de ce qui est produite, moi, dans le cadre de ce que j'ai produit jusque-là, ça me convenait. Là, j'ai pas fait des super prompts, j'ai pas fait, bref. Je l'ai pas cadré, comme on dit. Et ben, je referai, parce que je suis super déçu que ça n'ait pas fonctionné avec mon histoire de LightLLM. Et surtout, je voulais qu'on... Je le referai, et Bbox, je te montrerai comment tu peux le faire avec la doc qu'a passé Philippe. Oui, les variations de machine font que le modèle se comporte plus. Là, moi, je pense que c'est le problème que j'ai eu, c'est je me suis pas remis dans un état initial correct pour maximiser la mémoire dispo sur le Mac, pour qu'il puisse vraiment s'enquiller le modèle quantisé, il arrive à le charger. Moi, j'ai suffisamment de RAM, et là, c'était pas le cas au début, donc c'est pour ça qu'il a patiné au début. On fera ça. Je lui passerai le petit réglage. Ça va pas être grand chose en plus, mais d'ailleurs. Peut-être que si on regarde sur cette partie-là, vous voyez, je pense que ici, c'est ici, là, au lieu de mettre l'URL un peu étrange, vous venez mettre l'URL d'exposition tel que. Mais du coup, après, est-ce que là, le token, il a de l'importance? C'est une question que je me pose. Est-ce que j'ai lancé Claude? J'ai peut-être lancé Claude Code sans ce script, puisque j'étais dans un autre répertoire. Alors, j'ai envie de dire bravo Thierry. J'ai fait 12 000 essais et ne faites jamais ça chez vous. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai créé le script avec les bonnes variables. Et là, ce qui ne marche pas depuis tout à l'heure, c'est ça. C'est que j'ai pas... Oui, j'ai changé le context size. Ça marche aussi. Et je le ferai avec un Docker Compose. Non, mais c'est pour vous montrer. Alors, d'autant plus là pendant un live calme où j'ai balancé comme ça. C'est pour vous montrer que tous ces trucs-là, certes fonctionnent, mais on est encore dans un domaine où on expérimente plein de trucs. Donc, si ça se casse la gueule, moi je l'assume, il n'y a pas de problème. Je voulais garder un petit peu de temps et l'heure défile. Là, moi, il faut que je retourne après bosser. Je le referai plus en détail. C'est promis pour Patrice qui a posé plein de questions, mais je voulais refaire un petit tour et on va faire ça. Du coup, est-ce que j'ai mis un truc là-dedans? Ouais. On s'en fout. On va faire juste ça. Hop. Petite explication autour de UV une fois de plus. Je vous remets les liens de la doc parce que Patrice avait posé plein de petites questions. J'ai vu que c'était pas évident pour tout le monde le fait de, quand vous développez en Python, de partir systématiquement avec un environnement virtuel depuis UV. Vu sa rapidité, vu le cache, ça vaut pas le coup de faire autrement. Vous pouvez toujours dégager vos environnements virtuels et les recréer après, ça va très très vite. Donc UV, c'est cette petite commande magique qui permet plein de choses faites par Astral pour piloter vos environnements. La toute première chose que je voulais dire à Patrice, je vais m'adresser à Patrice, puisque c'est lui qui m'a posé la question, c'est que il faut pas hésiter à l'utiliser UV pour aussi installer Python. Parce que je vous l'avais dit, ça installe des standalone et c'est des versions de Python qui auront aucune dépendance sur votre système, qui seront plus managées par UV. Je trouve qu'elles sont plutôt performantes en plus, donc c'est très intéressant. Donc il vous dit juste vous faites UV, alors UV Python installe la dernière, vous pouvez effectivement spécifier une version particulière, c'est l'exemple qui vous montre là, je vais zoomer un petit peu plus. Vous pouvez les réinstaller, enfin il y a plein de choses super bien. Si je vous montre, si je fais un UV Python list, ça vous montre tous les Pythons sur la machine, et à commencer par ceux qui sont managés par UV ou pas. Donc là, il y a celui du système, et puis là, j'ai 3.12, 3.13 et un 3.14, plus un 3.13 qui vient de Homebrew, que je vais dégager
pour tout piloter avec UV. Donc déjà, l'installation de UV étant vraiment très simple et indépendante, c'est vraiment un binaire que vous installez sur votre machine. Une fois que vous avez ça, vous pouvez tout faire à partir de UV. Vous installez votre Python en 1. Vous êtes, là je me suis mis dans le répertoire projet, donc il n'y a rien. Vous pouvez commencer avec la commande venv. Je vous avais expliqué qu'on pouvait passer par le module venv de Python, mais là avec UV, je trouve que c'est encore mieux fait. Et si vous faites juste UV venv, il va utiliser le Python système. Il va pas se préoccuper d'autre chose. Il va pas le mettre dans un répertoire particulier. Je vous laisserai regarder toutes les options, mais si on va, hop, la recherche est plutôt bien faite dans leur doc. Dans les options, qu'est-ce qui peut être intéressant de vous montrer? Vous pouvez changer le répertoire de venv, vous pouvez le nommer, vous pouvez donner un autre nom. Moi, par défaut, je le laisse et ça vous fait un répertoire .venv qui du coup est un directory qui sera caché. Donc c'est pas très grave. Il y a l'option qui je trouve intéressante qui va être, voilà, celle-ci, manage-python, qui va utiliser une version précise de Python. C'est-à-dire que ici, je fais UV-venv, je laisse le nom par défaut, je fais manage Python, parce que parfois vous allez vouloir utiliser des librairies ou des outils qui ont besoin d'une version précise. Par exemple, si j'ai pas d'exigence et que je me sens d'humeur allez on y va, je pars avec la dernière, je pars avec la 3.14. Dans un talk que je suis en train de préparer pour dans pas longtemps, j'ai besoin de la librairie CrewAI pour gérer les agents, qui elle pour l'instant ne marche que avec des Python 3.13, pas encore avec Python 3.14. Ben, c'est facile, je lui dis hop, manage Python 3.13. Il m'a créé un environnement virtuel. Alors, il vous dit exactement quoi faire. Hein. Il vous dit, ah bah d'ailleurs il l'a nommé, c'est parce que je l'ai mal utilisé. Ah quel couillon, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà, donc là j'ai fait ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire qu'il a pas vu mon option manage là. Il a vu ça comme étant le nom du répertoire. Donc si vous regardez, j'ai un répertoire 3.13 maintenant. Ah là là. Hop. Je pense qu'il faut tout lui mettre, c'est ça? Ah, j'ai un vieux doute. Ça, c'est mal fait. J'avoue, c'est mal fait. Je viens de vous dire du bien de la doc, et ben en fait, je regrette. Je sais plus dans quel ordre, parce qu'il faut... Je mets -manage Python pour lui dire d'utiliser les versions managées, et après, ben, c'est plus bas. C'est plus bas. Voilà, vous lui spécifiez la version exacte que vous voulez. Donc il faut les deux. Ah là là. Débutant, là. On est toujours le débutant de quelqu'un. Voilà, donc là, normalement, je lui dis, crée un environnement virtuel en utilisant les Python que tu manages, et avec la version 3.13. Voilà, j'aime mieux ça. Je lui ai pas mis un nom, j'aurais pu rajouter un nom à la fin de la ligne, j'aurais pu rajouter un nom particulier. Et là, il me dit, bah, tu fais source venv activate. À partir du moment où je fais venv activate, si je vous montre quel Python il utilise celui de ce venv. C'est vraiment, il va gérer l'intérêt de cet environnement virtuel, c'est que tous les packages que vous allez installer à partir de là vont être installés dans cet environnement-là et pas ailleurs. Il n'ira pas polluer le système, vous n'aurez pas de conflit avec d'autres packages, tout va bien se passer. Si je vous, alors pour en sortir, si vous souhaitez en sortir, faites deactivate. Et si je vous refais which Python, il le trouve pas pour la bonne raison que par défaut, j'ai juste un Python 3. J'ai pas d'alias Python volontairement pour pas me mélanger. Et c'est le homebrew en plus. Ça par contre ça me va pas du tout, mais ça va bientôt changer. Si je refais le source, une fois que vous avez UV, si vous voulez pas aller plus loin, vous êtes déjà bien. Vous allez utiliser les environnements virtuels, le Python standalone et la rapidité de UV pour tout le reste. Mais vous pouvez continuer avec un pip install, mais vraiment tout classique de ce que vous voulez. Ça n'a pas besoin d'être avec. Il y a une autre façon de le gérer avec UV, avec des projets un peu, voilà, un peu plus. Mais déjà avec ça, vous êtes bien. Si je fais un UV pip install de n'importe quoi, ça va l'installer pour ce Python là et ça fonctionne.
L'autre possibilité, c'est de gérer ça. Donc, quand vous faites le pip install, c'est probablement que vous avez l'habitude des projets qui sont définis où vous allez créer un fichier requirement txt souvent, mais peu importe son nom, un fichier texte dans lequel vous allez écrire les dépendances et vous allez faire des pip install en faisant référence à ce fichier aussi. Ça marche aussi, vous mettez UV devant, tout ça, ça fonctionne. Il y a une manière un peu plus moderne qui a été un peu, alors ça a été emprunté à plein de choses. Il y a je vous en ai parlé plusieurs fois, les gestions des features dans Python, c'est les PEP, les PEP. Et il y en a une qui définit tout ce qui peut être déclaré dans un projet, dans un fichier au format TOML, et vous allez pouvoir mettre plein d'infos. Et le truc super sympa, c'est que UV vous permet plein de trucs. Si vous voulez découvrir comment ça marche, faites-vous un répertoire vide et vous faites UV init. Et l'intérêt de UV init, c'est qu'il va déjà vous cadrer comme si vous aviez un début de projet, vous savez pas où vous allez partir, mais il vous met les bases. Et là, les bases, c'est un fichier README, un fichier PyProject.toml et un fichier MainPy. Donc je vais vous l'ouvrir et hop, le zoomer un peu, tac tac, toc. Plus deux fichiers cachés. Donc vous avez le Python version, parce que vous êtes parti, j'avais fait le V11 juste avant, j'ai dit que c'était en 3.13. Vous avez un git ignore par défaut pour un projet Python, donc c'est toujours sympa. Alors il peut être étendu à plein de choses, mais voilà, c'est déjà une base de départ. Vous avez un fichier main déclaré correctement. Donc ça, c'est la bonne façon de faire si vous si vous écrivez un fichier Python. Il peut être soit utilisé directement si vous faites Python, le nom du fichier, ou si vous faites uvrun, le nom du fichier. Ça va exécuter ce qui se passe dans la partie avec le if main, et donc exécuter la partie main. Et la description du projet qui se retrouve dans le TOML. Donc le nom du projet, il a pris le nom du répertoire, mais vous mettez ce que vous voulez. Vous commencez à... Il y a plein de... Il y a une doc très très complète là-dessus, il y a plein d'autres champs que vous pouvez rajouter. Et c'est ici que les dépendances vont pouvoir être gérées et ajoutées. Quand je dis gérer et ajouter, vous faites confiance à UV. Je peux faire tout là-dedans d'ailleurs, je vais lancer dans un terminal ici. Hop. Donc là, normalement, il m'a fait le source. On est bien avec le bon Python. Très bien. Si je fais UV, cette fois-ci add, pour dire que je rajoute une dépendance, hop, je lui dis que c'est Query, et il reconnaît pas le package Query. Ah, ou c'est parce que j'ai tapé avec les pieds. J'ai vraiment des gros doigts aujourd'hui, hein, ça fait plaisir. Hein. Voilà, c'est quand même un projet qui ramène beaucoup de monde. Il se trouve que je l'installe régulièrement, mais voilà. Bah, tu sais, j'ai donné plein d'explications pour toi, Patrice. Il faudrait que tu vois le replay. Vous voyez que ça a rajouté la dépendance à ce niveau-là. Et si jamais... Donc là, j'ai fait le UV init, comme ça vous avez un cadre de projet, je vous ai montré comment on rajoute une dépendance, j'ai montré comment on crée l'environnement virtuel. Si jamais à un moment donné, c'est un projet que vous avez récupéré, donc je fais un deactivate volontairement, hop, j'efface l'environnement virtuel, d'accord vous allez récupérer le projet, par exemple, sur GitHub. Vous allez avoir ces fichiers-là, d'accord plus, là, en l'occurrence, vous avez vu, il m'a créé un fichier UVlock qui représente la version qui a été utilisée. Là, on va pas l'utiliser pour l'instant, mais c'est quand vous voulez figer des versions, c'est aussi une façon de s'y retrouver. Vous récupérez ce projet sur GitHub, vous avez rien d'autre. Vous faites le git clone du projet, vous êtes dans votre répertoire, vous avez bien tous les fichiers ici. Vous faites la manipulation qu'on a fait tout à l'heure. Vous créez votre... Je peux mettre encore un petit cran. Votre environnement VEnv, votre environnement virtuel, vous lui dites de bien utiliser une version managée de Python, vous lui dites que vous voulez la 3.13. Voilà. Normalement, je ne sais pas si j'ai la version à jour, la commande que je vais vous montrer maintenant, elle fait aussi cette partie-là, mais je pense que je ne suis pas à jour sur cette machine. Vous avez l'environnement, vous n'avez pas les dépendances. Par contre, vous avez ce fichier TOML que UV connaît directement. Vous faites UV sync pour synchroniser. Et là, il installe les dépendances qu'il a trouvées dans ce fichier. Voilà. Je vais sûrement, parce que je vois que Patrice est arrivé après, tu regarderas le replay, j'ai mis quelques bribes de comment on peut fonctionner avec UV, c'est vraiment les premières bases. Je compte sur toi après, bah tiens, je vais le remettre pour ceux que ça intéresse aussi, je remets le lien sur le Discord. Il y a une partie aide au code. Posez vos questions, il n'y a jamais de mauvaises questions, il n'y a jamais de questions bêtes, même pas les miennes, vous avez qu'à voir.
et je prendrai le temps de répondre à tout ça. Et franchement, comme ça fait plusieurs fois que vous posez des questions, je pense qu'il y a matière à faire peut-être pas une grosse vidéo, mais un truc dédié que je pourrais poser sur YouTube en permanence pour ceux que ça intéresse d'avoir toutes ces petites bases là. Mais voilà, je prends un exemple, on prendra un exemple très précis, comment on construit un petit projet tout simple, mais on partira du UV init et tout ça. Je mettrai à jour le UV pour avoir tous les éléments, et on pourra faire tout ça. J'en profiterai au passage parce que c'était aussi une question de Patrice, même s'il n'est pas allé voir les replays, il y en a un où j'avais parlé de Git. On reverra les bases du Git. Il y a moyen de faire, je pense, sans y passer 3 jours parce que je sais que ça tue la tête les vidéos trop longues. Mais faire des petites briques comme ça sur chaque projet. Je vais essayer de faire ça le temps que tu reçoives ta nouvelle machine et comme ça tu démarreras à propre. Le truc que je répète mais que j'ai dit dans le replay, pour la partie Python, tu te prendras pas la tête, tu iras sur la doc Astral que j'ai montré, tu installeras l'utilitaire UV et tu feras tout avec UV, comme ça tu auras zéro souci sur la machine. T'iras pas, c'est trop tôt, t'embrouilles pas avec les brous et tout ça, on part avec ça et tu auras une machine toute propre pour la partie Python. Voili, voilou. C'est pour la semaine prochaine le Mac, donc je te réponds tout de suite, les vidéos ne seront pas prêtes la semaine prochaine. Mais je répondrai à tes questions, on va y arriver. Pareil pour Steph, si tu as des questions, évidemment que je répondrai à tes questions. Il n'y a pas de soucis. J'espère que j'ai été plus performant sur la partie UV que je ne l'ai été pour la partie de mes modèles locaux qu'il va falloir que je remette d'aplomb parce que visiblement il n'y a plus que la partie OpenCode qui marche, qui est la partie que j'utilise, hein, donc je m'en fous. Qui est moins fouillé, je trouve, que Claude Code à l'arrivée. Voilà, ça sera tout ce que je ferai comme retour, Stéphane, mais je trouve que c'est quand même, il y a des petits trucs déjà inclus dans Claude Code sans faire appel au modèle dans l'orchestration que je trouve mieux foutu qu'OpenCode. Mais bon, ça fonctionne très bien en guise d'assistant pour un modèle local. Je trouve que ça fait vraiment bien le job. Il y a une jolie extension qui marche dans VS Code, donc je trouve que c'est pas mal. Bon, il y a matière à faire 12 vidéos, mais il se trouve que j'ai aussi un métier à côté où je parle d'autres choses et je travaille sur d'autres sujets. Je vais m'empresser d'aller prendre un petit café avant d'attaquer l'après-midi. J'espère que vous n'hésiterez pas à poser vos questions, passer sur le Discord, pinguez-moi sur les réseaux sociaux. On trouvera toujours un moyen d'avoir des réponses à toutes ces questions qui ne sont jamais problématiques. Si je sais pas, je vous dirai je sais pas, on cherchera ensemble. Comme avec les enfants avec Mixtine, si ça marche avec eux, ça marchera aussi avec vous. Et passez une excellente journée, une excellente semaine. La semaine prochaine, pas de calme le lundi. Celle d'après, ça sera bon. Donc quelqu'un a-t-il un calendrier sous les yeux? Oui, moi. Ne vous précipitez pas. Je fais très bien les doubles voix, vous avez vu. Semaine prochaine, donc lundi 2, je peux pas faire de calme. Et lundi 9, normalement, c'est bon. Voilà. Donc pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Voilà, c'est la bonne. À très bientôt. Hein? Et puis, à plus dans le bus, comme dit ma fille. Ciao!